Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes dimanche 24 avril 2022. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine et bonne rupture de jeûne. Le comité d'organisation du Gala de la République a animé une conférence de presse le mercredi 20 avril dernier dans les locaux de la Fondation Nour. Objectif, faire le bilan du Gala de la République suivi de la remise d'un chèque à la Fondation Nour. Des précisions avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Initié à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de la République par le président de la République Bazoum Mohamed pour renforcer la paix et la cohésion sociale au Niger, le Gala Notre Temps a regroupé le dîner de gala offert par la première dame aux hôtes le 16 décembre 2021, le match de gala et enfin du grand concert de l'artiste Davido avec quelques artistes nigériens. Aujourd'hui, l'heure est au bilan pour le comité d'organisation du Gala de la République à travers cette conférence de presse. Pour organiser les activités du Gala de la République, nous avons uniquement demandé aux privés, ça veut dire aux personnes physiques et morales, de contribuer. Ça veut dire que nous n'avons pris aucun franc de l'État, des caisses de l'État. Tout a été financé par des bonnes volontés. Eh bien, nous avons mobilisé 559 533 290 francs en espèces, en cash, plus 100 maisons de logements sociaux d'une valeur de 330 millions. Donc on peut dire qu'en gros, en nature et en espèces, nous avions mobilisé 889 533 290 francs. Les 559 millions de cash que je viens d'annoncer étaient constitués de la contribution personnelle des bonnes volontés pour un montant de 488 349 240 francs. Et la vente de billets que le président de la République a bien voulu acheter pour offrir au public de Niamey, donc à la jeunesse de Niamey, une valeur de 71 184 050 francs. Un moment tant attendu par les journalistes pour étancher leur soif sur l'intérêt du Gala pour le Niger. Je crois que l'intérêt est évident. Le premier intérêt, voilà, nous venons de mobiliser quand même plus de 250 millions au profit des familles de nos FDS et 100 logements sociaux. Je crois que si on n'avait pas organisé cet événement, il n'y aurait pas cette mobilisation. Donc déjà, ça c'est un intérêt direct aux bénéficiaires qui sont les membres de nos FDS. Le deuxième intérêt qu'on a tiré pour toute la nation, le Niger a été le centre du monde, en tout cas sur le plan sportif et footballistique, durant au moins une semaine, où partout on parle que du Niger, en bien. Ça veut dire que les gens ont oublié quand même certaines connotations qu'on nous prêtait depuis longtemps, depuis toujours, pendant une semaine. Et ça, ce n'était pas rien. Troisième chose, vous avez vu que ceux qui ont fait le déplacement, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils sont venus au Niger. Et certains aussi sont venus au Niger après une grande transformation. Tous ceux qui étaient au Niger étaient très très étonnés de voir comment est-ce que la presse internationale parlait du Niger et comment ils ont trouvé notre pays.
Et pour un pays, ça, ce n'est pas petite affaire comme on dit. Également, parmi ceux qui sont venus, ceux qui ont fait le déplacement, notamment les joueurs, plusieurs sont revenus d'eux-mêmes pour pouvoir faire des investissements dans telle ou telle partie du football. On a accueilli ici, je crois, 2 ou 3 personnes qui sont revenues suite à cet événement-là et qui ont cherché à faire des investissements, quitte dans le sport ou bien dans d'autres domaines socio-économiques. Ça aussi, c'est quelque chose de bénéfique pour le pays. Enfin, la remise d'un chèque par le comité d'organisation à la Fondation Nour d'un montant de 251 245 770 au profit des familles de FDS tombées sur le champ d'honneur a immortalisé la dite conférence. À l'Assemblée nationale, l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, autre que le président et la présentation des membres des bureaux des commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale, était au cœur des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du mardi 19 avril dernier. Le point avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale autre que le président et la présentation des membres des bureaux des commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale pour une période d'une année, soit 12 mois, sont les 2 points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mardi 19 avril 2022. Le renouvellement du bureau a concerné les 6 vice-présidents en dehors du poste du président de l'Assemblée nationale qui est inamovible. Il a également touché les 3 questeurs et les 6 secrétaires parlementaires. Avant de procéder au vote, les dispositions régissant cette élection ont été lues à l'entame de cette élection. À l'issue du scrutin, M. Kalla Ankouraou a été réélu premier vice-président avec 164 voix pour 0 contre 0 abstention. Jalawi Al-Kabous est élu deuxième vice-président avec 164 voix pour 0 contre 0 abstention. Zakaria Karijo est élu troisième vice-président avec 162 voix favorables, 0,1 contre 0,1 abstention. Le poste de quatrième vice-président a été remporté avec 163 pour 0,3 contre 0 abstention par M. Mohamed Lawan Galadima Bako. Quant au Oumarou Yahaya, il est élu au poste de 5e vice-président avec 164 voix pour, et enfin le poste de 6e vice-président de l'Assemblée nationale a été remporté par Idi Ango Ousmane avec 160 voix pour, 4 contre et 0 abstention. En ce qui concerne les élections, des 3 questeurs sont élus au poste de questeur successivement Leila Atoujami, Issoufou Isaka et Soumana Sanda. Enfin, les parlementaires ont aussi procédé à l'élection des 6 secrétaires parlementaires. Ainsi sont nommés Aïchatou Abbas Sabo, Aliyo Namata, Albader Samarao, Fatima Doubou, tous avec 164 voix favorables, 0 contre 0 abstention. Fatouma Abdoulaye, elle, a été élue secrétaire parlementaire avec 163 voix pour, 0,1 contre 0 abstention. Eric Yetou Ali Baïdi, élu avec 161 voix pour, 0,3 contre 0 abstention. Le président de l'Assemblée nationale a ainsi félicité le nouveau bureau élu tout en lui souhaitant bon mandat. L'ordre du jour étant suspendu, la séance plénière se poursuit le mardi prochain avec la présentation des membres des bureaux des commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale pour une période d'une année, objet du second point de la dite séance. Toujours le mardi à l'Assemblée nationale, suite à l'adhésion des députés du parti MPN à Chichinkassa au groupe parlementaire MPR Jamouria et apparenté, les députés élus sous la barrière du MPN Chichinkassa de Ibrahim Yacouba ont officiellement annoncé devant les représentants du peuple leur départ de l'opposition en rejoignant la majorité. Suivez. Conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je
j'ai l'honneur de vous présenter la déclaration solennelle des 6 députés élus sous la bannière du mouvement patriotique nigérien MPN Kinshasa et membres du groupe UPR jusqu'à ce matin. En réponse à l'appel et à la main tendue du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, notre bureau politique a décidé souverainement et après un examen approfondi de la situation et des enjeux majeurs de notre pays, de répondre favorablement et en toute responsabilité. Monsieur le Président, honorable député, c'est en pleine conscience de la part attendue de chaque citoyen envers son pays, lorsque ces derniers affrontent des défis majeurs, que votre mouvement politique décide d'être désormais membre de la majorité parlementaire. Nous prenons l'engagement d'apporter notre contribution positive sur les questions de sécurité, la promotion des droits et libertés, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale, ainsi que sur les autres actes du programme du président de la République et le chantier du gouvernement. À nos amis de la majorité parlementaire, je peux leur promettre ici que nous travaillerons main dans la main en toute confiance et que nous partagerons avec eux toutes nos idées, nos réflexions et nos contributions que nous estimons utiles pour le bien-être de notre pays. Pour le bien de notre pays. Notre cheminement sera basé sur la loyauté, la disponibilité au travail, la franche collaboration et notre totale implication dans ce qui concerne le présent et l'avenir de notre pays. À nos amis de l'opposition, avec qui nous avons travaillé ensemble à l'année dernière, je veux leur dire que nous gardons le sentiment de grande amitié, que nous avons pour eux un profond respect. Nos trajectoires politiques différentes n'affecteront pas nos relations amicales de notre pays. Monsieur le Président, honorable député, je déclare solennellement à compter de ce jour 19 avril 2022 notre appartenance au groupe parlementaire MPR de Mouria à Paris, MPN Kinshasa, PSC Bassira et RNG. La suite de cette rétrospective de la semaine avec la poursuite des travaux en séance plénière à l'Assemblée nationale avec à l'ordre du jour l'examen et le vote du texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale et le commissaire du gouvernement. Haïssa Adamou, Ibrahim Kantama, précision. Vendredi 22 avril 2022, c'est par 131 voix pour 31 contre et 0 abstention qu'a été voté le texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement, consacrant ainsi le redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Après son mot introductif dans son exposé de motifs du projet de texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a dressé le bilan de la situation sécuritaire de façon générale avant de mettre en exergue les biens fondés d'un tel partenariat. Notre gouvernement est disposé à collaborer avec tous ceux qui veulent aider notre pays à éradiquer le terrorisme et le crime organisé. Que ce soit par une contribution à la formation et à l'équipement de nos forces, que ce soit par l'appui opérationnel et logistique, ou que ce soit par la collecte et le partage de renseignements ou même l'engagement opérationnel sur le terrain. Dans cette lutte, nourrir de nouveaux partenariats nous remet nullement en cause notre souveraineté sur le territoire national. Il convient par ailleurs de souligner que ces mêmes partenaires soutiennent notre pays dans plusieurs autres domaines, y compris d'ailleurs dans la prise en charge des dépenses habituellement qualifiées de dépenses de souveraineté. Le déploiement éventuel des forces alliées
se fera sur la base d'un partenariat qui tient compte des leçons apprises de part et d'autre et fera l'objet de discussions techniques avec la hiérarchie militaire, tant sur les lieux de stationnement, sur les modalités d'opération, ainsi que sur les règles d'engagement. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour que notre pays tire le meilleur de ses accords de coopération. Compte tenu des controverses soulevées par le partenariat avec les forces alliées dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes et le crime organisé, le gouvernement a jugé utile et nécessaire de proposer à l'Assemblée nationale un texte modifiant et complétant la déclaration de politique générale du gouvernement adoptée le 26 mai 2021 en indiquant de façon non équivoque l'ouverture de notre pays à conclure des alliances avec les pays qui veulent s'engager en nos côtés dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Au terme du vote, le projet de texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement a reçu l'approbation des députés nationaux, un résultat qui n'a pas caché de visu les sentiments du Premier ministre Oumoudou Mahamadou dans son mot de remerciement. Après ce vote massif en faveur du texte que nous avons présenté, c'est un devoir pour moi de vous remercier et de vous féliciter. À travers ce vote, vous avez démontré que les représentants du peuple nigérien que vous êtes sont soucieux de la sécurité de nos populations. En effet, ainsi que le gouvernement l'a indiqué, nous ferons tout, nous donnerons tout pour assurer la sécurité du peuple nigérien. Et par rapport à cette sécurité, tout ce que nous devons conclure comme accord, nous allons le conclure. Nous n'avons pas encore conclu les accords, monsieur, mais nous allons le conclure maintenant que vous nous avez donné le feu vert. Et vous serez informés de leur contenu. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour ce fait et vous dire combien je suis heureux et content de la confiance que vous m'avez accordée à moi et à l'ensemble de mon gouvernement. Merci beaucoup. La prochaine plénière est prévue le lundi 25 avril 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et vote de 5 projets de loi portant loi de ratification. Après l'exposé de motifs du projet de texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement, il s'en est suivi un débat que je vous invite à suivre les moments forts. Je dirais qu'on peut avoir une majorité. Cette majorité peut faire bloc derrière vous. Elle peut rentrer dans son âme. Elle peut soutenir vos faussetés. Mais ce n'est pas pour regarder votre famille et défendre les intérêts de votre peuple et de votre terroir. Il y a certains segments à leur place particulière gérer la famille. Ce sont ces gens-là, avec la présence, pour prendre ce pays-là. Ils ont compris comment ils ont payé des âmes, gérer des matières, comme si les terroristes sont des populaires ou des notre question aujourd'hui, c'est comment les aussi ils viennent à vivre en Paris. J'espère que vous allez la regarder. Excellent. Et il faut que les gens
ne pouvons pas donner un blanc-seing au gouvernement. Surtout que là, il s'agit d'un texte qui n'engage qu'un Premier ministre du moment. Si demain, le Premier ministre change, cette déclaration de politique générale devient caduque et le prochain qui va le remplacer va être obligé de présenter une ordre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à la représentation nationale d'accepter à ce que de forces étrangères s'incrustent de manière illégale dans notre pays, alors même que la tuerie de 3 jeunes de Terra et tous les autres qui ont été mutilés n'a pas été élucidée. Vous rappelez que c'était juste au passage d'un convoi et quand les forces vont s'incruster dans notre pays. Il est extrêmement important que nous sachions que notre mandat obtenu du peuple nécessite à ce que nous prenions nos responsabilités face à la gravité de la situation comme celle-là. Nous agriculteurs ne pouvons plus travailler les champs possibles à devenir plateau. Si vous n'avez pas de vous ne cultivez pas, vous n'avez pas d'héritage, vous n'avez pas accès au marché, quel serait votre pays? C'est quel type de culture? Notre marché pour que le gouvernement a bien vu et c'est une stratégie qui va nous permettre en tout cas la durée de l'année pour défendre notre territoire, pour rétablir en tout cas toute notre souveraineté. Parce que c'est vraiment Seigneur aujourd'hui. Si, par exemple, les gens sont en train de faire des commentaires sur les droits constitués, sur les différents droits, moi je trouve que nous ne pouvons pas considérer la gravité de la situation, qu'ils ne vivent pas cette situation. Parce que nous la vivons chaque jour, quand nous prenons notre sol, par exemple, Katamen Matouar. Aujourd'hui, il y a pas de pays qui peuvent avec cette situation. Dans la maison de la réunion, qu'est-ce qu'un citoyen ou qu'un musulman conscient que nous savons cette situation jusqu'à chercher à dépercevoir le texte pour faire un action pour renforcer notre population avec les amis européens dans le cadre de notre forum et et que nous savons pas au vu de la nécessité et des menaces réelles de l'instrument pays. Toutefois, nous demandons à ceux de cette coopération avec les forces nigériennes et les droits et la collaboration soient à tous les niveaux. Excellence, Monsieur le ministre, il y a un développement facile. Et nous devons faire face à plusieurs défis. C'est des défis négatifs du changement climatique. Mais les sociétés la pauvreté est aussi, en tout cas, un problème qu'il faut éradiquer pour effectivement diminuer ces phénomènes de c'est pourquoi j'encourage le gouvernement à lutter par la pauvreté au niveau de toutes ces zones pour que nous puissions gagner cette défense de Sur tout un autre plan, la Cour des comptes a animé une conférence de presse le jeudi dernier. Objectif présenter une synthèse sur le rapport général public 2021. Et c'est le premier président de la Cour des comptes, Nare Oumarou, qui a animé la dite conférence en présence du procureur de la République et de plusieurs autres personnalités. La présente conférence de presse organisée par la Cour des comptes conformément à la loi organique la régissant a pour objectif d'étaler les différents résultats du contrôle qu'elle a eu à effectuer pour l'année 2021. Le présent rapport général public comprend deux parties. La première est relative au suivi des recommandations formulées par la Cour lors de ses contrôles antérieurs en vue de s'assurer des suites à elles réservées par les responsables des entités contrôlées, tandis que la seconde partie
porte sur les résultats des contrôles effectués au titre de l'année 2021. En ce qui concerne le suivi des recommandations, la Cour a noté une faible application de celles-ci par les différentes administrations et entités contrôlées, particulièrement en ce qui concerne les opérations de l'État, où le taux de mise en œuvre effective n'est que de 46,27%. Concernant les résultats des contrôles effectués en 2021, la Cour a relevé la persistance des dysfonctionnements au sein des entités contrôlées, notamment le non-respect et la non-application des textes en vigueur, ainsi que des cas de mauvaise gestion par rapport à l'exécution des dépenses de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d'État et des partis politiques. La Cour a aussi relevé la gestion non performante des projets et programmes de développement qui ont fait l'objet de contrôles, ainsi que la prise en considération de la pandémie de la COVID-19, caractérisée comme un cas de force majeure qui a malheureusement ouvert les portes à toutes sortes de violations des dispositions des codes de passation des marchés publics et des délégations des services publics. Plusieurs questions ont été posées par les journalistes auxquelles le premier président de la Cour des comptes et le procureur de la République ont apporté des clarifications. Il y a un certain nombre de recommandations qui ont été mises en œuvre et nous avons dégagé une sorte de statistique pour vous permettre d'apprécier le taux d'exécution de ces recommandations. Mais il y a des progrès encore à faire. Il y a des progrès à faire en termes de mise en œuvre des dites recommandations. C'est pourquoi le Premier ministre a écrit à l'ensemble des entités, des ministères, pour leur demander de mettre en place un dispositif permettant de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées par la Cour. Mais la Cour elle-même, elle a son mécanisme à elle permettant de faire le suivi des recommandations, y compris sur le terrain, pour vérifier la mise en œuvre. La deuxième chambre, je pense que le président peut le confirmer ici, a effectué in situ, elle est allée sur le terrain pour vérifier la mise en œuvre des recommandations qu'elle a eu à formuler à l'endroit des collectivités territoriales. Le premier président de la Cour des comptes a rendu compte de ce rapport au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au chef du gouvernement le 19 et le 20 avril 2022. Il faut rappeler que ce rapport général public de la Cour des comptes est élaboré chaque année en application des dispositions des articles 5 et 149 de la loi organique numéro 2020-35 du 30 juillet 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la dite Cour. Pendant ce temps, la coalition CAP 2021 a rendu publique une déclaration au siège du parti Amin le mercredi dernier sur la situation socio-politique du pays. La teneur de la dite déclaration dans cette édition. Alors même que des recours juridictionnels relatifs à la candidature et à l'élection du sieur Mohamed Bazoum sont encore pendants devant la Cour de justice de la CEDEAO, pendant que plus de 8 millions de Nigériens sont exposés à la famine en 2022, 36 000 classes en paillotte quand il a la chance d'en avoir un enseignant. Plus de 15 millions de Nigériens n'ont pas accès à l'eau potable et ou à l'électricité. La majorité des jeunes diplômés sont au chômage. Les opérateurs économiques ploient sous les pratiques fiscales inadaptées au contexte. Nos compatriotes sont exposés à toutes sortes de maladies et intempéries sans protection. Et plus grave, dans la plupart de nos régions, l'insécurité endeuille et provoque le déplacement forcé
des populations de leur lieu de vie naturel et les empêche de mener toute activité économique de subsistance, notamment dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri, où plus de 800 écoles ont été fermées, avec désormais plus de 600 000 élèves en perdition. C'est ce moment, après s'être essayé au business juteux de la corruption, aux trafics illicites de tout genre, que la seule réponse provocatrice donnée par le régime dit de la Renaissance, acte 3, aux attentes de nos concitoyens est de tenter d'inscrire à l'agenda de la session en cours à l'Assemblée nationale une relecture de la déclaration de politique générale DPG qui lui permet de sceller des accords militaires de défense et de sécurité avec des puissances étrangères sans consultation du peuple. Nigériens, Nigériens, mes chers compatriotes, il s'agit là d'une tentative manifeste de contournement du verrou constitutionnel acquis par référendum comme dernière digue de protection du peuple souverain au profit de vulgaires ambitions personnelles. Ce funeste projet consiste dans une modification insensée de la DPG, du gouvernement mécaniquement votable par la majorité parlementaire Godillot, afin de contourner l'obligation de communiquer aux députés les textes relatifs aux accords de défense et de sécurité au titre de la régularisation du redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Notre pays, le Niger, ne devrait s'offrir le luxe de servir sous quelque prétexte que ce soit de base arrière pour déstabiliser un ou plusieurs de ces 8 pays voisins immédiats. Par cette gymnastique constitutionnelle, le gouvernement illégitime cherche désespérément à contourner l'article 169 de notre loi fondamentale, intraitable sur le sujet, qui dispose les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État et ceux qui portent engagement financier de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi autorisant leur ratification. Fin de citation. Par ailleurs, c'est justement cette loi fondamentale dans laquelle le peuple a défini l'architecture des institutions de la République que le PNDS Taraya entend faire modifier par l'Assemblée nationale pour tenir une promesse électorale de M. Mohamed Bazoum en violation du code électoral de notre pays. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, à la démocratie verbale du régime, trop bavarde et si méprisante à l'égard du peuple, nous opposerons la résistance citoyenne et appelons en cas de passage en force le peuple roi à se dresser comme un seul homme contre cette vile escroquerie démocratique. De son côté, la mairie de l'arrondissement communal Niamey 5 a servi de cadre au cours de cette semaine à l'ouverture de la première session ordinaire du conseil municipal de l'arrondissement communal présidé par le maire du dit arrondissement au titre de l'année 2022 qui s'est tenue du 19 au 22 avril dernier. Ramatou Oumarou pour plus de précisions. Cette cérémonie d'ouverture des travaux de la première session de l'arrondissement communal Niamey 5 au titre de l'année 2022 a vu la présence de plusieurs conseillers de la dite commune, dans le seul but de faire le point de la gestion de la vie commune, mais aussi de recevoir de nouvelles injections après les assises de la part de l'organe délibérant. La présente session, qui est sans conteste la première du genre au titre de l'année 2022, se tient dans un instant singulier qui est celui du déroulement du mois de Ramadan. Je voudrais souhaiter un bon mois de jeûne à tous les musulmans. Nous implorons Dieu pour qu'il descende sa clémence, sa miséricorde sur notre pays. Sans être exhaustif, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous brosser la gestion courante des préoccupations de l'arrondissement communal. Dans la conquête permanente de l'amélioration des conditions de vie de la population, nous avons mis l'accent sur les services de base, notamment la santé et l'éducation. Pour ce qui est de la santé,
Nos interventions ont consisté tantôt à fournir un appui en équipement au CSI, tantôt à fournir un appui pour le traitement du choléra ou à permettre d'installer des châteaux d'eau, par exemple à Saga Gourma, avec cette fois la contribution de l'État de l'Italie. À ces activités, il faut ajouter le curage régulier des caniveaux, des centres de santé et le ramassage des ordures. Pour ce qui est de l'éducation, par la démarche de l'arrondissement communal, l'ONG Alufac s'engage à construire d'une part 6 classes et d'autre part 46 logements sociaux avec toutes les commodités requises sur le site des relogés victimes des inondations en 2020. Pour impacter positivement la mobilité urbaine de nos concitoyens, l'arrondissement communal a procédé à des rechargements latéritiques de plusieurs voies, dont celle des cimetières depuis la mort de Nordire, Bangabana, Sagia, Karaye et Kirkisei. Cette fois-ci, avec l'appui du gouvernement de son Excellence Oumoud Mahamadou, une piste latéritique de 6 km de Maalan de Marega aux 3 collines sera réalisée. Par l'ensemble de ces rechargements latéritiques, nous escomptons interconnecter les différents quartiers de l'arrondissement communal Niamey 5. A rappeler que cette session ordinaire au titre de l'année 2022 va permettre aux participants de discuter sur les 5 points inscrits, à savoir l'état général de l'arrondissement communal Niamey 5, l'exécution des délibérations du conseil d'arrondissement, l'exécution budgétaire au 31/12/2021, la proposition et examen d'un plan quinquennal 2022-2026 et enfin la communication. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 invite les membres du conseil à une participation effective au débat pour un meilleur rendement. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde entier, a célébré le 21 avril dernier la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. À cet effet, l'équipe de la rédaction a réalisé un petit reportage que je vous propose de suivre avec Abdulkader Ibrahim qui commente les images de Ibrahim Kantama. La créativité s'exprime de différentes façons, allant de l'expression artistique, musique, dessin, danse, littérature, etc. à la découverte de solutions dans de nombreux domaines scientifiques, économiques, sociaux ou même en ce qui concerne celui du développement durable. C'est probablement pour favoriser une prise de conscience de ce phénomène que les Nations Unies ont en 2017 décrété une journée mondiale tout à fait officielle. En d'autres termes, nous vivons une époque dans laquelle les technologies se développent de façon extrêmement rapide avec le soutien de nombreux chercheurs qui imaginent la vie d'après sans se fixer de limites. Des exemples palpables qui sont là dont l'esprit d'innovation a permis d'élucider. En plus, l'économie créative comprend de très nombreux secteurs tels que des produits audiovisuels, le design, les nouveaux médias, les arts du spectacle. La journée mondiale de la créativité et de l'innovation est là pour rappeler à quel point l'innovation et la créativité sont essentielles pour exploiter le potentiel économique des nations. Bouclons cette rétrospective de la semaine avec l'ouverture le 18 avril dernier de la 12e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran du groupe de presse Tambara. Zainab Kakara, reportage. Ce concours débuté ce 17e jour du mois béni de Ramadan marque la 12e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran organisé par la radio et télévision Tambara. Un concours qui regroupe plusieurs élèves de différentes écoles coraniques inscrits dans les 5 catégories du concours, à savoir Kamil, Nifsa, Rubu'u, Juma'a et Amma. Sous la supervision d'Emin Marabou, cette initiative qui est devenue une tradition pour la radio et télévision Tambara chaque année pendant le mois béni de Ramadan, vise à promouvoir le rayonnement de l'islam mais aussi à encourager les jeunes musulmans à la maîtrise du Saint-Coran.
Pour rappel, cette 12e édition de la Musabaka de la radio et télévision Tambara a débuté avec la première catégorie Coran Anchi. Bonne chance donc à tous les candidats de la 12e édition de la Musabaka de la radio et télévision Tambara. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambara Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un bon début de semaine. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.